Mes copains de promo me disaient toujours « Ah Julien, tu finiras doyen ». Ils se sont trompés d'un mot, je suis vice-doyen. Donc pour revenir sur la filière industrie, son plus gros problème c'est justement de comprendre ce qui se cache derrière. Mais pour ça il faut, et c'est bien, hein, je vous lance des fleurs à vous aussi, c'est bien de faire justement ces podcasts un peu pour présenter les retours d'expérience, parce que le mieux pour les étudiants c'est de discuter avec des professionnels qui sont si possible pas trop éloignés du milieu universitaire. On forme quand même un certain nombre d'étudiants qui ont des bonnes places dans l'industrie, hein. On a quand même des anciens étudiants qui sont directeurs marketing de grands laboratoires pharmaceutiques. Certains sont même directeurs généraux. D'autres travaillent aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Donc, je suis enseignant d'hématologie biologique à la faculté de pharmacie et praticien hospitalier au CHU de Nancy, donc au laboratoire d'hématologie biologique. Et je m'occupe en particulier de toutes les pathologies érythrocytaires au CHU, tout le diagnostic des pathologies érythrocytaires. Et donc, je suis étant enseignant-chercheur, je suis aussi rattaché à l'unité INSERM, donc à l'université de Lorraine, qui travaille plus sur les pathologies. En tout cas, moi, je travaille plus sur les pathologies de l'hémostase et le lien avec les maladies du globule rouge. Donc, juste pour peut-être préciser pour le public, je suis quand même pharmacien. Petit clin d'œil, en fait, j'ai pas quitté la faculté depuis presque 25 ans, 26 ans, puisque j'y suis rentré en première année en 97, 98, quelque chose comme ça. Et puis, au final, j'en suis jamais sorti, puisque là, actuellement, je suis dans les bureaux à la faculté. J'en sors pas souvent, en fait. Alors, vous êtes également vice-doyen. C'est quelque chose qui vous a toujours traversé l'esprit, qui vous a toujours donné envie, ou c'est venu comme ça sur le tas au fil des années? Quelque chose dont j'avais envie et dont j'avais pour projet absolument pas. Pour être clair, bien que mes copains de promo disaient toujours « Ah Julien, tu finiras doyen ». Bon, ils se sont trompés d'un mot, je suis vice-doyen, mais ils avaient déjà senti le côté attachement à la fac, effectivement. Bon, après, je suis assez attaché à mes racines, et on en discutera sûrement après par rapport à mon parcours. J'ai été très vite attaché à la fac de pharmacie partout, voilà, toutes mes années d'études. Et donc, moi, je me voyais pas spécialement prendre des fonctions administratives, mais c'est le doyen Duval, donc qui lui-même se posait des questions pour succéder à Francine Paulus quand elle quittait ses fonctions de doyen, qui m'a proposé. Je vais dire que j'ai pas hésité longtemps, mais j'ai quand même réfléchi. Parce qu'effectivement, ce genre d'opportunité, comme je l'ai dit, c'est pas du tout dans une volonté de carrière ou de carriérisme. C'est une volonté de dire voilà, je suis attaché à ma fac, j'ai envie de faire des choses, en tout cas d'essayer de participer à son avancement, à la vie à la fac. Donc j'ai dit ok, et le doyen Duval était dans le même état d'esprit. On s'est bien retrouvés, parce que chose qui se sait peut-être pas trop, mais on se côtoyait pas trop avec le doyen avant. On se connaissait en tant qu'enseignant, mais on n'était pas à dire copains depuis 10 ans ou quoi que ce soit. C'est dans le souci, un rapprochement dans le souci d'essayer de porter la fac, surtout que si on se souvient bien, c'était en 2018, au moment où la fac déménageait sur le campus Bravois Santé, et avec une crainte majeure qu'on avait tous les deux, c'est que la faculté disparaisse, noyée dans l'environnement d'un grand campus santé, etc. Et donc notre projet de base, c'était de faire vivre la faculté sur ce campus Bravois Santé, parce que voilà, les anciens sauront de quoi je parle. Les bâtiments qu'on a quittés, les bâtiments de la rue Albert Lebrun à la faculté de Nancy, donc dans le centre de Nancy, avaient quand même un certain poids historique, un certain cachet et un environnement très particulier que beaucoup craignaient de quitter. Et de votre côté, alors de façon assez générale aussi, si vous deviez nous donner votre plus grand rêve quand vous avez commencé vos études de pharmacie, quand je vois un étudiant qui commence ses études de pharmacie, et quand je parle de votre personne, vous voyez comment à ce moment-là? Quand vous commencez vos études de pharmacie, est-ce que vous aviez un rêve? Eh ben, pas spécialement. Alors, je suis un bon exemple justement d'indécision et d'évolution de carrière sans qu'on ait un projet initial, en fait. Et c'est ça un peu la particularité des études de pharmacie, c'est que on peut vraiment trouver un nombre de points de chute, si vous me passez l'expression, mais en tout cas d'opportunités de carrière le nombre est phénoménal. Et ça, personne ne le connaît. Et moi-même, je le savais absolument pas. Je me suis
décidé à faire pharma en terminale. Franchement, j'avais pas d'idée. Je savais que je voulais faire des études scientifiques, peut-être un peu plus portées sur la santé, mais pas médecine. Et du coup, je me suis dit, un peu en réfléchissant en terminale, pharma, ça a l'air bien, même si sans savoir vraiment ce qu'il y avait derrière. Et arrivé en première année, je me suis quand même tout de suite bien plu. Alors moi, c'était l'ancienne première année, hein, la vraie première année, comme diront les nostalgiques, comme vous dites, que j'ai redoublé. Hein. J'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu en carré, comme on disait. Et en fait, pareil, en première année, j'ai découvert toutes les matières qu'on faisait en première année, qui sont un petit peu quand même un peu différentes de ce qui se fait maintenant en PACES ou même en PASS. C'est pas tout à fait organisé pareil. En fait, je me suis pris tout de suite d'attache pour l'hématologie parce qu'on avait des cours, on avait une petite partie de cours d'hématologie et j'ai tout de suite une matière que j'ai aimée. Sans savoir derrière ce que ça donnerait, je savais que j'aimais bien cette matière-là. Et donc j'ai eu mon concours et à l'époque je suis allé voir le doyen de l'époque qui, ça tombe bien, c'était le professeur Vigneron, mon futur maître, qui était enseignant d'hématologie. Et je lui ai dit, monsieur le doyen, j'aime bien l'hématologie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je travaille dedans? Il m'a répondu, c'est simple, on se revoit dans 4 ans quand vous aurez passé le concours de l'internat et que vous serez reçu en biologie médicale. J'ai dit, ok. Donc j'ai suivi ces conseils, c'est peut-être pas tout à fait 4 ans, 3 ans. Et donc j'ai suivi mes études et j'ai passé le concours de l'internat. J'ai été reçu, mais pas suffisamment bien classé pour être en biologie médicale. Et pour des raisons personnelles, je souhaitais pas le repasser. Donc je suis retourné voir le professeur Vigneron en lui disant j'ai passé le concours, je l'ai eu, mais je l'ai pas eu en biologie. Je ne souhaite pas le repasser. Je le repasserai pas. Donc il m'a dit, ok, bon. C'est pas grave en soi. Pour faire de l'hémato, il vaut mieux plutôt faire de la biologie médicale. Mais on a une opportunité qui n'existe plus encore à l'actuel. Ça fait un peu vieux con. J'arrête pas de dire que c'est des trucs qui n'existent plus maintenant. Il m'a dit, il y a la filière recherche de l'internat qui, à mon époque, s'appelait pharmacie spécialisée, qui a ensuite été transformée en filière IPR, innovation pharmaceutique recherche, et qui maintenant a été supprimée. Et il m'a dit, moi je peux vous prendre au labo d'hémato, puisqu'il était aussi au labo d'hémato. Je peux vous prendre en recherche, vous affecter au labo d'hémato dans l'environnement. Mais il faut savoir une chose, c'est que en gros, vous serez, il l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça, la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire que vous passerez après tout le monde. Parce que l'hémato, c'est une discipline très médicale, donc déjà, la priorité est donnée aux médecins. Ensuite, c'est une discipline de biologie médicale, donc la priorité sera ensuite donnée aux biologistes médicaux. Et si jamais il reste quelque chose, ça sera peut-être pour vous, mais c'est pas sûr. Donc je lui ai dit ok, tant pis, je prends le risque. Au final, j'ai bien fait, puisque j'ai fait 3/4 de mon internat au service d'hématologie biologique du CHU de Nancy, sur un travail de recherche qui m'a permis donc d'acquérir des compétences en hématologie biologique et en même temps mener un travail de recherche. Donc au final, j'ai obtenu mon DES de pharmacie spécialisée avec un gros bagage en hématologie biologique. Alors, pas un diplôme de biologiste médical, c'est pour ça que je suis pas, même si à la faculté je m'occupe du DS de biologie médicale parce que je connais très bien l'hôpital et l'environnement des laboratoires, je suis pas officiellement titulaire d'un DS de biologie médicale. Ce qui veut dire en passant que si j'en ai marre, je peux pas partir pour aller travailler dans un laboratoire privé, mais c'est pas très grave, parce que ça me plaît ce que je fais. Mais donc du coup, j'ai obtenu une équivalence de l'ordre des pharmaciens pour exercer la biologie médicale, mais strictement et uniquement en hématologie biologique. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu mener à la fois ma carrière hospitalière et universitaire, puisqu'avec ma thèse de doctorat, j'ai pu ensuite candidater au poste de maître de conférence et d'enseignant-chercheur. Donc au final, même si on m'avait bien prévenu que ça serait difficile, voire même que j'aurais rien, vu que j'allais passer après tout le monde, au final, je suis là quand même. Donc ça montre bien que quand on est très indécis, qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, et même quand on a une idée de ce qu'on veut faire et qu'on n'a pas tout à fait suivi le bon chemin, on peut y arriver quand même par des moyens détournés sans être non plus un usurpateur. Donc travailler, ne pas lâcher et ça le fera, c'est un peu ça les maîtres mots, j'ai envie de dire. Travailler, ne pas lâcher et en tout cas se renseigner, avoir conscience quand même de là où on met les pieds.
parce que c'est-à-dire quelles sont les difficultés. Et là, moi, je remercie quand même mon maître, parce qu'au final, c'est le professeur Vigneron qui m'a encadré pendant ma thèse de doctorat, et mon deuxième maître, c'est le chef de service d'hématologie biologique, le professeur Lecomte, au CHU. Je les remercie de m'avoir quand même dit, ça va être chaud quand même. Tu vas un petit peu en baver, parce que même si tu travailles, on prendra peut-être quelqu'un d'autre à la place qui a un diplôme qui sera mieux que le tien. Et en gros, ça voulait dire ça. Donc, qu'est-ce que j'avais comme choix? C'est de travailler et puis de montrer que si jamais on avait besoin de moi, que j'étais prêt et que j'étais là, quoi. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que si on a un objectif, il faut se donner les moyens de l'obtenir. Et deux, il y a quand même quelque chose qui est très important dans tout ça, c'est qu'on peut pas y arriver tout seul. Et justement, c'est pour ça que je fais un petit focus sur mes maîtres universitaires. C'est que si j'avais pas été accompagné par ces personnes qui m'ont aidé, qui ont permis de la progression de carrière, les demandes de poste, etc., j'en serais pas là. Donc ça, c'est un message aussi pour les jeunes, pour tout le monde, et beaucoup se reconnaîtront là-dedans, c'est que voilà, si on ne fait pas les bonnes rencontres au bon moment, des fois c'est plus difficile, et à l'inverse, des fois il suffit d'une rencontre qui a rien à voir pour changer complètement le cours d'un cursus ou d'une discussion. Mais tout seul, c'est difficile. Et la seule chose qu'on peut faire en étant tout seul, c'est d'être prêt, parce que le jour où on vient nous chercher, si on n'est pas prêt, eh bien le train passe. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et encore une fois, le fait de saisir ces opportunités et d'avoir foi en votre projet, je trouve que c'est quelque chose c'est une belle qualité. Et de votre côté, alors, j'étais en P2 ou en deuxième année de pharmacie ou en troisième année de pharmacie, et on a eu on avait des cours d'hématologie, et on a eu un peu cette gamification de l'hématologie. Alors, il me semble que vous avez également participé à la création d'un jeu qui s'appelle Super Hémo. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de Super Hémo de façon assez générale? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est un projet mixte entre les facultés de pharmacie et de médecine de Nancy. Au départ, c'est l'idée ça vient du travail d'une collègue à moi et qui est amie. En fait, ça c'est mon homologue du côté de médecine, en tout cas une des professeurs d'hématologie du côté de la faculté de médecine, qui s'appelle le professeur Maud Davny-Pinet, et qui avait travaillé dans le cadre d'un diplôme universitaire sur de pédagogie médicale, qui cherchait justement à trouver des moyens qui pourraient un peu motiver les externes en médecine pour appréhender mieux l'hématologie, parce que ça soit en médecine ou en pharma, l'hématologie est considérée comme une matière certes intéressante a priori, mais en tout cas assez difficile à apprendre, à intégrer, etc. Et donc dans son enquête qu'elle avait fait auprès de ses externes, il ressortait que les formats type jeu sérieux pouvaient intéresser les gens, et notamment les formats jeux vidéo. Donc elle avait commencé à réfléchir là-dessus, et ensuite elle m'a vite sollicité pour dire tiens, on pourrait pas monter un jeu vidéo sur l'hématologie qui reprendrait un peu les cas cliniques, mais sous forme vraiment de jeu d'aventure. Et donc c'est ça un peu le concept de Super Hémo, c'est un jeu vidéo sérieux où un héros qui s'appelle Super Hémo va rencontrer différentes personnes qui ont des problèmes hématologiques. Et l'idée, c'est le cœur pédagogique de Super Hémo, c'est d'apprendre à interpréter l'hémogramme. Et comme c'était dès le départ pluridisciplinaire, on a voulu essayer de créer un jeu qui soit adapté aussi bien en médecine, aussi bien en pharma, aussi bien en maïeutique, même si les objectifs sont différents en termes de degré d'expertise sur l'hémogramme. Et tous les professionnels de santé qui ont besoin de savoir un peu lire un hémogramme pourraient jouer à Super Hémo. C'était ça notre idée initiale. Donc on a réfléchi, on s'est mis avec un petit comité pédagogique, et ensuite on a proposé l'idée de développement du jeu à différentes instances. On a essuyé quelques refus, je citerai pas de nom ici, mais finalement, grâce au soutien de la fac de pharmacie et de la fac de médecine, et la fac de pharmacie, et là, vous voyez, encore une fois, on revient sur cette idée de support, c'est vraiment le doyen Duval qui a cru en ce projet et qui a mis sur la table un certain nombre de financements grâce à des financements justement d'innovation pédagogique que la faculté avait obtenus pour des années précédentes, notamment pour le financement du jeu Mission Officine pour les étudiants en filière Officine. Donc qui nous a permis de recruter une graphiste et un développeur
Nous, on n'a pas fait appel à un prestataire extérieur parce qu'on voulait garder la main vraiment sur le développement du jeu. Et donc, on a juste recruté une graphiste, un game developer. Et derrière, on a travaillé là-dessus. Donc, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, il est disponible en version complète pour tous les étudiants. Je vous rejoins un peu sur l'idée de la gamification. Sur ce podcast, on a reçu aussi Florian Dutas qui a fondé Job Test. Et c'est un peu la même idée aussi de toujours gamifier un peu cette notion de recherche et d'apprentissage pour simplifier la chose et la rendre plus agréable aussi. Et c'est ce que vous avez réussi à faire avec Super Emo. Alors de façon assez générale sur cette chaîne, on parle des parcours qui sont officinaux, également de l'hôpital, mais plus justement et de façon un peu plus générale des parcours industriels qui sont possibles et qui sont offerts par la voie qu'offre la pharmacie. Est-ce que vous avez peut-être également une opinion, un avis sur la filière pharmaceutique industrielle de façon générale? Est-ce que pour vous c'est un choix qui peut être stratégique aussi pour les étudiants qui font ce choix à Nancy? Le plus gros problème de la filière industrie, problème qui en fait dérive de son avantage majeur, c'est que c'est une filière tentaculaire en termes de débouchés. Parce qu'on dit toujours en pharmacie, il y a l'officine, il y a l'industrie et il y a la filière internat, hôpital pour travailler dans les labos ou dans la pharmacie hospitalière. L'officine, tout le monde voit ce que c'est. L'hôpital ou les laboratoires, la pharmacie à l'hôpital, c'est pas très compliqué de se projeter. Mais quand on dit industrie, entre la prod, le marketing ou les affaires réglementaires, on est quand même sur des choses radicalement opposées. Donc c'est ça, en ce sens-là, où je dis c'est tentaculaire, parce que quand on dit je suis intéressé par l'industrie, si c'est plutôt la prod ou si c'est plutôt le marketing, voire la cosméto, puisque maintenant c'est une filière qui se développe un peu plus qu'auparavant dans l'industrie, en tout cas pour les débouchés pour les pharmaciens, c'est pas du tout pareil. C'est là la problématique, c'est qu'on peut pas présenter la filière industrie en 1 heure, tellement les débouchés sont nombreux. Donc c'est important pour les étudiants de se renseigner, de savoir qu'est-ce qui leur plaît, et surtout de savoir qu'est-ce qu'on y fait après. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le marketing, qu'est-ce que ça veut dire être responsable de prod dans un autre labo, qu'est-ce que ça veut dire être des affaires médicales, être MSL, etc. Parce que c'est pareil, on entend toujours le terme MSL, mais c'est très difficile de se projeter derrière ce que c'est qu'un MSL, etc. Donc c'est ça la richesse des études pharmaceutiques, c'est que ça amène, notamment par les filières industrie, à des métiers qui, au premier abord, n'ont plus rien à voir avec la pharmacie. Donc pour revenir sur la filière industrie, son plus gros problème, c'est justement de comprendre ce qui se cache derrière. Mais pour ça, il faut, et c'est bien, je vous lance des fleurs à vous aussi, c'est bien de faire justement ces podcasts un peu pour présenter les retours d'expérience, parce que le mieux pour les étudiants, c'est de discuter avec des professionnels qui sont, si possible, pas trop éloignés du milieu universitaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini leurs études il y a 40 ans, parce que du coup, là, tout a un petit peu changé par rapport à ce qu'eux ont vécu. Discuter avec des jeunes anciens, si je peux dire, pour que nos étudiants se rendent compte de ce que c'est et en quoi ça consiste. Et ça, je pense que c'est très porteur. Donc, ce genre d'émission que vous faites, à mon avis, c'est très intéressant. C'est ça. Et c'est aussi important, selon moi, de rappeler qu'à Nancy, comme vous l'avez dit, qu'on a beaucoup de talents en industrie pharmaceutique, comme Marine Sauvage, juste ici, qui raconte son parcours à la faculté de pharmacie et son épopée liée à son aventure de Miss France. Thibault Louis, qui est pharmacien ingénieur et qui exerce actuellement à Singapour. Pierre Erpstein, qui a réalisé un VIE en Finlande et qui est actuellement chef de produit senior chez MSD, mais également d'autres parcours assez marketing, à l'image du parcours de Théo Amaral, qui est chef de produit chez Viatris et qui nous raconte sa vie à la défense avec ses voyages lors de son master, à l'image également de la carrière de Émile Ajar, qui était manager Science Liaison chez Abbott et qui est maintenant devenu directeur régional, mais également le parcours d'un intervenant qui vient assez régulièrement à la fac et qui est toulousain, Philippe Ladure, qui a fait de la R&D et qui était directeur chez Pierre Fabre. Et pour terminer sur Nancy, là, il y a une problématique particulière, c'est que Nancy, historiquement, est une fac un peu plus officine, on va dire, un peu moins industrie. Ça découle de l'environnement local où voilà, Nancy n'est pas une zone de concentration d'industrie pharmaceutique, ça c'est bien connu. Mais c'est méconnu quand même qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont implantées dans la région Lorraine ou dans le Grand Est.
et donc ne doit pas bouder sa filière industrie. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe avec le doyen, effectivement, de faire vivre la filière industrie. Ce qu'il faut dire aux jeunes qui font la filière industrie, c'est que de toute façon, il faudra sûrement bouger un moment ou à un autre de Nancy pour aller se former dans l'industrie pharmaceutique, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas y revenir après s'ils sont attachés à travailler dans la région Lorraine ou dans la région Grand Est. On forme quand même un certain nombre d'étudiants qui ont des bonnes places dans l'industrie. Hein. Je pense que voilà, j'ai pas vu la liste de tous les invités que vous avez déjà interviewés, mais on a quand même des anciens étudiants qui sont directeurs commerciaux, directeurs marketing de grands laboratoires pharmaceutiques. Certains sont même directeurs généraux. D'autres travaillent aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Et donc là, petit message à caractère personnel pour l'ensemble des étudiants qui n'ont pas soutenu leur thèse, principalement pour la filière industrie, parce que le jour où on vient vous chercher pour occuper un poste à responsabilité pharmaceutique et que vous n'avez pas soutenu votre thèse, ça va être compliqué, les jeunes. Donc soutenez-la le plus vite possible, et comme ça, au moins, vous aurez votre vrai diplôme de pharmacien, et ça sera toujours intéressant si un jour vous voulez changer de carrière. Ah, super, bah écoutez Monsieur Perrin, moi je vous remercie pour votre point de vue sur l'industrie pharmaceutique de façon générale, votre partage également sur votre parcours professionnel, personnel, mais aussi vos fonctions de vice-doyen. Merci pour ce moment de partage. Merci à vous pour l'invitation. C'est vrai que je ne suis pas forcément le plus indiqué pour parler de l'industrie, mais voilà, je pense que c'est important de voir, comme vous l'avez dit, les liens entre les différentes filières et le liant, et qu'au final, on est amenés tous à travailler à un moment ou ensemble, à un moment ou un autre. Donc, je vous remercie pour l'invitation. En tout cas, c'était très, très sympa. Merci à vous. Belle fête à vous, Monsieur Perrin. Merci, vous aussi.